Bonsoir à tous, le 7-8 journal de TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition du mardi 7 mai. Voici les titres. L'hommage aux 57 pompiers des Yvelines. Le département les a récompensés à la mi-journée. Ils ont pour la plupart combattu les flammes lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces hommes ont également lutté contre la fuite d'hydrocarbures à Hautouillet et Boissy-sans-Avoir. Les 74 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale seront commémorés ce mercredi 8 mai. Pour l'occasion, un témoin de la période se confie à TV78. Élie Robin, 90 ans, raconte le conflit à Trappes, occupation allemande, bombardement de la ville. Il nous a aussi livré son regard sur le contexte actuel. Et puis des jeunes de la Maison des enfants et des parents de la Verrière signent ce film, un court-métrage pour sensibiliser au harcèlement scolaire qui touche un élève sur 10 en France. La vidéo est désormais diffusée dans les écoles, collèges ou lors de débats. Ces jeunes sont nos invités. Un mot de santé pour débuter avec ces chiffres inquiétants sur cette maladie qui touche les poumons. La tuberculose est en augmentation dans la région parisienne. D'après Santé publique France, le nombre de cas est en hausse de 10% entre 2015 et 2017. La maladie est 2 fois plus répandue sur le territoire francilien que dans le reste du pays. Ce sont les personnes en situation de précarité et de promiscuité qui sont les plus concernées. La tuberculose se soigne en moyenne sur 6 mois avec plusieurs antibiotiques. Le département des Yvelines a rendu hommage ce midi à ces soldats du feu. 57 d'entre eux ont reçu une médaille pour avoir combattu l'incendie de Notre-Dame de Paris et lutté contre la fuite de pétrole à Hautouillet et Boissy-sans-Avoir. Le reportage de Nicolas Dandry et d'Aurélie Onze. Des sapeurs-pompiers yvelinois distingués pour leurs récentes actions, notamment pour avoir aidé à sauver le beffroi nord de Notre-Dame de Paris. Il y a quelques années, le conseil départemental des Yvelines avait fait l'acquisition de 2 bras élévateurs de 46 mètres de haut, une aide précieuse le 15 avril dernier dans la capitale. Dire notre fierté et dire aux Yvelinois, vous pouvez être fiers, votre argent a été bien utilisé, ça a coûté par Yvelinois 70 centimes d'euros. Voyez cet argent, heureusement qu'on l'a dépensé. 57 sapeurs-pompiers yvelinois ont reçu une médaille, c'est le cas de l'adjudant Steve Venot. Il est resté plus de 7 heures dans une nacelle pour lutter contre l'incendie de Notre-Dame de Paris. On a eu une action plus qu'efficace ce soir-là, donc on est assez fiers déjà d'avoir intervenu, parce que dans une carrière de pompier, je pense qu'on ne fera pas d'intervention majeure aussi importante assez souvent. On est fiers aussi d'avoir préservé cette structure, ce bâtiment, car ça fait partie de notre histoire. C'est un peu demain imaginer Versailles sans son château, on ne l'imagine pas. Lors de cette cérémonie, un hommage a également été rendu aux sapeurs-pompiers mobilisés le 25 février dernier lors de la rupture du pipeline à Hautouillet, Boissy-sans-Avoir. J'ai été engagé l'après-midi effectivement pour coordonner les opérations de pompage suite à la rupture du pipeline. Et ça fait 40 ans que je suis sapeur-pompier, c'est la première fois que j'intervenais sur une rupture de pipeline. Oui. Très fier pour le centre de secours et puis très fier à titre personnel, bien sûr. C'est toujours une fierté de recevoir une médaille. Au total, près de 4000 personnes au sein du service départemental d'incendie et de secours œuvrent au quotidien pour la sécurité des Yvelinois. Demain, nous commémorons le 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, signant la victoire des Alliés, mettant fin au conflit le plus meurtrier de l'histoire. Point stratégique en raison de son chemin de fer, Trappes, qui a beaucoup souffert pendant la guerre. Des bombardements alliés détruisant 2/3 de la ville. Pour TV78, un habitant de longue date, Élie Robin, se souvient de cette période et se confie sur le contexte actuel. Regardez cet entretien, les images sont signées Nicolas Dandry. Bonjour Élie Robin. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous à la veille de ces commémorations du 8 mai 1945, de la fin de cette Seconde Guerre mondiale. Justement, la fin de la Seconde Guerre mondiale qui marque le début de la paix qui est une culture pour vous. Vous avez été longtemps militant du mouvement de la paix, secrétaire sur la ville de Trappes de ce mouvement de la paix. Vous n'avez qu'une dizaine d'années lorsque le conflit mondial éclate en septembre 1939. À l'époque, malgré votre jeune âge, vous étiez déjà militant. Alors en tout cas, vous participiez par exemple aux collectes de lait pour les enfants des républicains espagnols. Vous aviez cette fibre militante, ça vous a toujours habité ? C'était, si vous voulez, on n'en parle plus jamais de ça. Vous savez, il y a eu les vaillants et vaillantes après la guerre. Et avant la guerre, ça s'appelait les mon camarade. Bon, c'est nos parents qui nous géraient à l'âge qu'on en avait. Et bon, il fallait faire des actions humaines. Alors en septembre 1939, la guerre éclate, cette Seconde Guerre mondiale qui va
tourné très vite à l'avantage de l'Allemagne nazie. L'armistice est signé le 22 juin 1940. Débute alors cette période d'occupation de la France. Avant cette libération qui interviendra bien plus tard, à l'été 1944, quel souvenir vous gardez de cette période d'occupation par l'Allemagne ? Une certaine peur, parce que j'allais à Versailles, à l'école à Versailles à Jules Ferry, et il est sûr que on rencontrait sur la route, dans les trains ou autres, des Allemands, officiellement ou pas, et qu'il ne fallait quand même pas trop déroger aux règles. Bon, par contre, à l'école Jules Ferry à Versailles, on se sentait relativement libre. Enfin, je peux même dire que mon prof d'allemand n'a jamais usé de la victoire allemande pour nous faire des cours. C'était un monsieur très gentil. Justement, sur l'école, c'est un fait que vous avez compté au Journal de l'Humanité dans les années 2000. Alors, en 1942, vous avez toujours une dizaine d'années. Lorsque vous êtes à l'école, le premier de la classe, c'est un copain, vous le dites, un copain juif. Et lors de la distribution des prix qui se fait à l'époque en présence des officiels, vous organisez une manifestation, vous vous levez et vous applaudissez ce copain. Pas du tout. Non. Ça a été, c'était la distribution des prix. C'était à Versailles et il y avait tous les collèges, lycées, et il n'y a que le premier et le deuxième qui avaient un prix. Et il y avait à Jules Ferry, une école commerciale, et dedans il y avait un élève qui était juif. Il n'était pas du tout dans ma classe, quoi. D'accord. Et il a été premier de sa classe. Il a participé à la distribution des prix, il était honoré. Et quand il avait l'insigne juif obligatoire, et quand il s'est présenté pour recevoir son prix, tout le monde s'est levé dans la salle. C'était impressionnant. Et c'était pas... je pense pas qu'on puisse dire que c'était organisé. Je crois que c'était moral. C'était spontané. C'est un geste qui pourrait paraître banal aujourd'hui. À l'époque, en tout cas, on était forcément dans ce contexte particulier, juste avant la période des grandes raves, puisqu'on est en 1942, les grandes raves de l'été 1942, avant le début de la Shoah. C'était un geste déjà de résistance, même si vous étiez jeune à l'époque. De soutien, gentil, voilà. Parce qu'on était quand même des bombes. Faut pas... Mais il n'y avait eu aucune préparation, tout au moins à ma connaissance. Et je pense, parce que s'il y avait eu une préparation, il y avait tellement d'écoles, tellement de... Donc il n'y avait pas de côté organisé, c'était spontané. Ah oui. C'était impressionnant. J'ai eu aussi, pendant cette période, un de mes meilleurs camarades. Alors, parce qu'il habitait Trappes, son grand-père et sa grand-mère étaient à Trappes, qui s'appelait Jacques Boubas, qui lui a été arrêté et n'est jamais revenu. Et il travaillait dans la résistance, mais je crois, pour le compte de la Croix-Rouge. Si vous voyez, c'était un organisme, je dirais, très indépendant, mais très national, quoi, quand même. Et là, il n'est pas revenu. Vous disiez, vous étiez à l'école à Versailles. Vous êtes resté pendant cette période de la guerre dans cette ville de Trappes, la ville de Trappes qui a particulièrement souffert. Il y a eu un bombardement en 1944, juste avant le débarquement, quelques jours avant le débarquement du 6 juin. Oui, il y a 3 bombardements. Il y a le 6 mars qui est extrêmement important. Bien sûr, ça visait le transport, la gare de Trappes et le transport du matériel au triage de Trappes, matériel militaire. C'était le premier, le 6 mars, le deuxième c'était le 1er juin et le troisième c'était le 3 juin. Mais entre-temps, il y avait souvent 2-3 avions anglais ou américains qui passaient, qui filaient un coup. Mais les 3 gros bombardements, c'est à ces dates-là. C'était une cité cheminote à l'époque, Trappes. Est-ce qu'il y avait une fibre résistante parmi ces cheminots de Trappes ? Oui. Oui, il y avait même des déportés.
Mon père n'a pas fait une énorme action résistante, tout au moins à ma connaissance souvent. Par contre, il servait de transporteur des documents pour les résistants qui étaient organisés pour distribuer des tracts, pour faire connaître. Mais là, je n'en sais pas plus. Mon père n'en parlait jamais. Il était électricien, je crois. Il avait le droit de sortir du coup la nuit, c'est ça? Oui, il avait une autorisation. Son titre d'électricien, c'est qu'on avait besoin de lui la nuit. Alors, il sortait quand on l'appelait. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. C'était un agent qui venait avec sa petite lampe à pétrole, lui dire tu viens, il y a tel incident électrique au dépôt ou au triage. Et il s'y rendait avec lui aussi sa lampe à pétrole, parce qu'il n'y avait pas d'autre éclairage dans la ville. Le fait d'ailleurs qu'il ait une autorisation allemande de circuler la nuit lui permettait de faire ce transport pour la résistance. Je crois que c'est pour ça qu'il faisait ce travail. Il avait le droit. Bon. Demain, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'on commémorera cette capitulation allemande du 8 mai 1945, un conflit qui a fait plus de 60 millions de morts. Certains historiens montent même à 85 millions de morts sur le bilan. À la fin de la guerre, à l'époque, votre état d'esprit, est-ce que c'était du soulagement ou vous pensiez déjà à l'avenir à ce que ce massacre ne se reproduise plus? Vous pensiez déjà à ça? Vous aviez l'espoir peut-être que ça ne se reproduise plus? Si on nous avait interrogés, on aurait vraisemblablement répondu que c'était la dernière guerre que tout le monde avait compris. Et là, ça ne me paraît pas vrai. En 1949, vous vous mobilisez pour l'appel de Stockholm, c'est ça? L'appel contre l'armement nucléaire. Vous sentiez déjà que cet armement, cette course à l'armement nucléaire pouvait être déjà une nouvelle menace pour la paix? On était sorti d'une guerre en Europe, bien sûr, parce qu'il y avait quand même... il y avait aussi l'Asie, le Japon, il y avait... Bien sûr. Et on continuait à s'armer. Bon... on continuait à rechercher aussi, voire même du matériel militaire nucléaire. Donc il était normal, je crois, d'essayer de freiner ce mouvement de préparation à une future guerre. Le devoir de mémoire, c'est un terme qu'on entend souvent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, d'après vous, continuer? Ça c'est quelque chose de primordial, continuer de l'entretenir auprès des jeunes. Il ne faut pas cesser de se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour avoir cette paix aujourd'hui. Est-ce que la paix, elle est acquise, d'après vous, ou il faut toujours se battre pour elle? Je pense que c'est un élément que l'on doit utiliser. Je pense quand même que l'essentiel est primaire. C'est de dire que tant qu'on vendra énormément de matériel de guerre, on prend le risque que le matériel soit utilisé. Et qu'il y a d'autres voies, lorsqu'il y a des différends entre deux pays, on peut aussi rechercher la paix. Et ça sera ma dernière question, Élie Robin. Vous pensez aussi aujourd'hui que cette paix est menacée quand on voit en Europe, dans différents pays, la montée, la percée de l'extrême droite? Certains pays sont d'ailleurs gouvernés par des gouvernements d'extrême droite, comme l'Italie. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui? Oui, ça m'inquiète sans aucun doute. Les villes les pays de l'Est, là, après l'Italie, qui n'est pas à l'Est, c'est quand même très grave. Même chez nous, le sentiment, l'humanisme, le sentiment de paix ne prévaut pas. Mais je crois qu'il n'y a pas de doute. Il faut lutter contre les armements nucléaires, contre la vente des armements. Et si on lutte contre la vente, il faut lutter contre leur création. Et il y a autre chose à faire pour réguler le peuple et les peuples, je crois. Merci Élie Robin pour ce témoignage. Je vous en prie. Et pour ces commémorations du 8 mai 1945, des cérémonies se tiendront dans toutes les Yvelines. Le programme chez vous à consulter sur le site internet de votre commune.
Emmanuel Macron l'a annoncé lors de la conférence de presse post-grand débat national. Il y aura un nouvel acte de la décentralisation, comprenait transférer plus de compétences aux collectivités locales, un acte qui portera sur le logement, le transport et la transition écologique. De son côté, l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France, qui a tenu récemment son salon à Paris, fixe 6 grands principes pour permettre cette nouvelle décentralisation. Parmi les priorités, donner davantage de souplesse pour plus d'autonomie d'organisation locale, moins d'évolution imposée pour ne pas stopper le développement des projets, conforter les maires dans leur rôle de pivot ou encore renforcer les synergies au sein du bloc communal. L'AMIF demande au président d'être associé à la réflexion de cet acte de la décentralisation. Elle a d'ores et déjà lancé un groupe de travail sur le sujet. Direction à présent Vélizy 2 qui a connu ces derniers mois quelques changements. Le centre commercial yvelinois a vu arriver un nouveau cinéma et un espace entièrement dédié à la restauration et aux loisirs, une extension de 20 000 mètres carrés dont les contours nous sont présentés par Michael Elmidoro. La nouvelle extension de Vélizy 2 est terminée. Après l'ouverture début mars de son nouveau cinéma, le centre commercial a inauguré quelques jours plus tard une halle gourmande. Au total, 23 restaurants pour manger sur place ou sur le pouce sont implantés dans ce nouvel espace de 5000 mètres carrés. Il y avait de fortes attentes de notre clientèle pour avoir plus d'offres de restauration. C'était une demande depuis des années parce qu'on a quand même 50 000 salariés qui travaillent ici tous les jours à proximité. Donc le midi forcément, mais également le week-end parce que nos pics d'activité sont le samedi et maintenant le dimanche. Et on a une clientèle qui souhaite se restaurer le midi, le soir avant d'aller au cinéma. Et on avait un besoin important, on avait 17 points de restauration, donc là on passe à 40. En parallèle de la restauration, les gérants misent également sur les loisirs. Ici, cette salle d'arcade en réalité virtuelle propose de vous immerger dans un monde 2.0. Donc vous voyez derrière moi, vous avez différentes stations délimitées. Chaque client est équipé d'un casque et de 2 manettes, reproduisant le mouvement des mains. Et grâce à ça, il va se plonger dans le monde de son choix, seul ou à plusieurs. Donc ça peut être simplement de l'exploration, si vous voulez visiter une ville dans le monde, n'importe où dans le monde. Si vous voulez jouer à différentes choses, vous voulez faire de l'escalade sur la baie d'Along au Vietnam, ou sur les parois rocheuses des Alpes, dans des paysages magnifiques, vous pouvez. Pour cette nouvelle extension, les propriétaires ont dû mettre près de 140 millions d'euros sur la table. Au total, plus de 300 emplois ont été créés. Durant sa scolarité, un jeune sur 10 est victime de harcèlement scolaire en France, un phénomène qui peut malheureusement virer au drame. C'est pour contrer ce harcèlement que des jeunes de la Verrière se sont prêtés à l'exercice du court-métrage, un court-métrage de sensibilisation. Alors il y a 4 d'entre eux qui sont autour de la table. À ma gauche, Léa, Alia, à ma droite, Wassim et Élisée. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Et vous êtes accompagnés de Momar Niang. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous avez encadré ce projet pour l'association Pixnail. Alors, ça, ouais. Ma première question va s'adresser à vous. Comment il s'est monté, ce projet, justement ? En fait, c'est la 2e édition qu'on fait avec la MEP de la Verrière. Donc la MEP, c'est la maison des enfants et des parents. Voilà, donc on leur a proposé un atelier de court-métrage. Ça veut dire montrer aux jeunes de la Verrière comment on peut réaliser un film, comment se déroule un film. Et voilà, c'est la 2e fois qu'on le fait. Et les 2 fois ont été couronnées de succès, donc j'espère qu'il y aura une 3e fois encore. Alors ce court-métrage-là s'inscrit dans un dispositif national qui s'appelle Stop au harcèlement. Pourquoi choisir cette thématique ? C'était important pour vous de parler du harcèlement scolaire ? C'est quelque chose qui est assez... c'est vraiment d'actualité, bon, même si c'est déjà passé avant, mais oui, c'est un sujet important. Petit tour de table auprès des enfants. On va commencer avec Léa. Pourquoi c'était important pour vous ? Pourquoi y avoir participé à ce projet ? Parce que pour les enfants, c'est grave de se faire harceler. Et pour leur donner plus d'idées sur la vidéo qu'on a faite, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Alia, pourquoi y avoir participé ? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir à participer à ce projet ? Parce que... Déjà, j'aime bien l'audiovisuel et comme elle a dit Léa, c'est pas normal que les personnes se fassent harceler et ceux qui se font harceler, ils sont débiles. Enfin, les harceleurs, ils sont débiles de faire ça parce que ça apporte rien. Wassim, Élisée, Wassim peut-être pour commencer. J'ai voulu participer à ce projet parce qu'il y a encore des personnes qui se font harceler et ça devrait normalement cesser. Et Élisée ? Parce que moi j'ai une amie qui s'est fait harceler, je voulais rien dire. On va peut-être en parler juste après. On va d'abord regarder un extrait de ce court-métrage. Prends ton téléphone là, prends ton téléphone. Tu l'as acheté où ? Je peux appeler ma mère s'il te plaît, j'ai pas de téléphone. Pas son téléphone, Nadine, pas son téléphone. Pas son téléphone, Nadine, là. Pas son téléphone.
Et si j'avais prévenu mes amis? Ouais. Eh les amis, venez. Donc on suit l'histoire d'Alia qui est victime d'harcèlement. On va la retrouver dans plusieurs situations dans une journée classique, finalement à l'école où des camarades lui volent son portable, et à chaque scène il y a un retour en arrière pour voir ce qu'il se serait passé si Alia avait parlé de son harcèlement autour d'elle. C'est ça le message à passer, Momar, il faut en parler. C'est ça. En fait, comme on peut le voir dans le court-métrage, en fait, plus Alia en parle, elle en parle à ses amis d'abord, après je pense à son professeur, à ses parents. En fait, quand toutes ces personnes sont au courant, en fait, je pense que c'est un bon dispositif pour arrêter le harcèlement. Voilà, alors, vraiment en parler, en discuter. Vous le disiez, Élisée, vous avez été confronté en tant que témoin via une amie à cette thématique du harcèlement, c'est ça, le harcèlement scolaire? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est aussi pour ça, vous le disiez, que ça vous tenait à cœur de participer à ce court-métrage? Bah oui, parce que ça montre que au final, elle en a parlé, donc ça s'est arrangé, et que ça aurait pu durer encore longtemps si elle n'en avait pas parlé. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, Élisée parle de parler, de libérer finalement cette parole. Qu'est-ce que vous avez appris en participant à ce court-métrage sur la thématique du harcèlement, Léa ou Alia? Léa. Wassim, peut-être, qu'est-ce que tu as appris? Comme on peut entendre dans la fin du court-métrage, c'est taire, c'est se laisser faire. Donc il faut parler. Comment ça s'est déroulé sur cette réalisation, Momar? Comment s'est déroulé l'écriture, le tournage, le montage de ce court-métrage? En fait, c'est assez. Ça s'est fait sur 3 jours en fait. Donc on vient, on discute du sujet avec les jeunes. Après ils nous en dégagent. En fait, c'est un brainstorming. Et puis après, avec tout ça. On commence l'écriture du scénario tous ensemble, et puis si tout le monde est d'accord, hop, on tourne dans la foulée, et puis ça s'est fait en vrai sur 2 jours, voilà. Donc c'était pendant les vacances d'octobre. Un dernier mot, est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre qui sont prévus? En fait, nous, Pixnel, on travaille avec plusieurs villes, notamment de 50 ans en Yvelines, donc on fait plusieurs courts-métrages avec des jeunes, mais c'est vrai qu'on a commencé avec la MEP. Et c'est un endroit où on aime bien travailler, et vraiment j'espère pouvoir faire d'autres projets avec eux. Merci Momar Niang, merci à Léa, Alia, Élisée et Wassim d'être passés sur ce plateau. Bravo pour ce court-métrage, et vous pouvez le retrouver en intégralité sur le site de La Verrière. On continue de parler film, et cette fois-ci au cinéma. Une fois n'est pas coutume, petit tour le mardi dans nos salles obscures saint-quentinoises, mercredi étant férié. Ce soir, présentation de la programmation au cinéma Le Grenier à Celle. Attrape, c'est au micro de Mickaël Elmidoro. Dans notre salle au cinéma Le Grenier à Celle, le vendredi 10 mai à 20h30, nous accueillons des courts-métrages locaux, des courts-métrages qui ont été réalisés par des Saint-Quentinois, des trappistes et un peu dans les zones alentours. Il y a une sélection de films qui a été faite, un appel à films qui a été fait par l'association Jolie Prod. Donc c'est un partenariat entre la ville de Trappes, le cinéma Le Grenier à Celle et l'association Jolie Prod. Les réalisateurs, les équipes de films seront présentes pour parler de leurs films et vous présenter leurs films. Il y en a pour à peu près 2 heures. Donc ce sera ce vendredi 10 mai à 20h30. Pour les autres courts-métrages locaux, n'oubliez pas que le vendredi 24 mai à 18h30, il y aura les courts-métrages réalisés dans le cadre du partenariat que nous avons avec le lycée de la Plaine de Naube. Donc ce sont des lycéens, apprentis cinéastes qui viendront présenter leurs films le vendredi 24 mai à 18h30. À bientôt au cinéma Le Grenier à Celle. Et on recevra jeudi d'ailleurs les organisateurs de cette soirée dédiée aux courts-métrages locaux.
Mélanie Poquet est avec moi en plateau, bonsoir. Bonsoir. À la commanderie, on se prépare à une performance et la chorégraphe Tatiana Julien recherche des danseurs. C'est votre coup de cœur de la semaine, Mélanie. Oui. Il y a une seule condition à respecter, avoir plus de 16 ans et être disponible pour les ateliers préparatoires. Alors les dates s'affichent à l'écran, mais pas besoin de pratiquer de la danse. Tatiana Julien recherche 30 danseurs amateur, il faut juste être motivé et curieux. Et si vous êtes intéressé lors des ateliers, vous vous mêlerez aux 10 danseurs professionnels de la compagnie. Un mot avec Fanny Debré, chargée du développement artistique de la commanderie. Tatiana Julien est en effet une chorégraphe plutôt de danse contemporaine, mais elle avait vraiment envie d'accueillir un peu toutes les danses pour cet événement. Donc parmi ces danseurs, il y en a qui viennent plutôt du voguing, qui est un type de danse urbaine, il y en a qui viennent plutôt de la danse contemporaine, et avec ces danseurs, elle va explorer ces différentes choses, et ça va aussi découler des personnalités un peu des différents participants. Et ces ateliers aboutiront donc à une performance qui est programmée le 6 juillet. Et oui, après une dernière répétition, tout le monde sera sur scène. À 21h, les danseurs présenteront ainsi Turbulence. Un dernier mot avec Fanny avant de découvrir un extrait de la création. Tatiana Julien l'a présenté le 22 juin 2018 au Château de Vincennes dans le cadre du festival Monuments en Mouvement et du festival June Events. La chorégraphe et ses danseurs vont investir et complètement transformer la commanderie puisque la danse sera partout. On est loin d'un spectacle classique. Les spectateurs seront amenés à mettre un casque audio. Ils seront complètement immergés dans une bande son. Et ils seront amenés à déambuler librement dans la commanderie. Et au hasard de leur promenade, ils vont tomber sur un danseur dans tel endroit, un groupe de danseurs à un autre endroit. Une lueur, quelqu'un, présence simple, quelque chose, un jeu d'intention. Alors je le rappelle, les équipes de la commanderie recherchent 30 danseurs pour postuler. Rien de plus simple. Grégory, l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Moi, je crois qu'ils vous attendent. Merci Mélanie. On vous retrouve dans un instant pour votre émission le 7-8 Culture. La fin de ce 7-8 journal. On se retrouve dès jeudi 18h pour une nouvelle édition d'information locale. Belle soirée sur TV78.